C'est que j'ai la chance de savoir très très tôt ce que je voulais faire. J'ai toujours su que j'étais manuel depuis que je suis petit, depuis que je suis à l'école primaire. Je fais des cabanes dans les bois à côté de chez moi. Mes deux options, c'était soit aller faire. Moi, j'avais deux envies, c'était soit faire du design industriel, comme designer une tasse comme ça, soit faire de la menuiserie. Il se trouve que j'ai fait les concours des deux côtés, j'ai raté les deux. J'ai fini le collège obligatoire, on va dire, et j'ai des remarques de profs qui me disent voilà, bah, tu vises pas plus haut, quoi. Mot pour mot. Je m'en fous, je fais mon apprentissage de menuiserie, je suis très content et très heureux comme ça. Pour moi, c'est ça, viser haut. Et j'ai fait cet apprentissage et puis j'ai fini d'ailleurs avec la meilleure note en pratique de l'école. Moi, pour revenir, j'avais des profs même en apprentissage, hein, c'était ridicule. Ils me disaient que je faisais du bricolage de fond de garage. Dans chaque métier, on peut y trouver son compte dans cette société actuelle. Yeah, felonious monk. Let's go. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast vidéo Le Parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Armand Nidegger, fondateur de NK Manufacture. Alors tu vois, j'ai bien fait les choses, j'ai pris mon petit texte pour faire une belle présentation. Donc une entreprise suisse spécialisée dans la fabrication de skis et de skateboards sur mesure, mais pas que, on en a parlé en off tout à l'heure. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est vraiment de tout horizon. Et aujourd'hui, c'est vrai que ton parcours, il est assez inspirant pour tout et chacun qui veut se lancer, en tout cas dans ce côté mindset, un petit peu de se dire, je sors de ma zone de confort, je crois dans mes rêves, je crois dans ce que j'ai comme vision. Et tu as une belle image de réussite pour l'instant. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour l'espère. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour faire cette interview de podcast vidéo. Depuis ton enfance, où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, j'ai commencé ma vie. Je suis né à Chambéry et j'ai toujours vécu dès mes 1 an à Divonne-les-Bains. Donc c'est juste à la frontière, à côté de Nyon, même Crassier si on veut être plus précis. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai habité là-bas jusqu'à faire mon apprentissage. Et même durant l'apprentissage, j'ai continué à habiter là-bas. Et maintenant, j'habite à Lausanne. Par rapport à ton éducation, toi, on est d'accord que ta plus tendre enfance, c'était à Chambéry, c'est ça ? Si je prends ? Non, alors Chambéry, c'est vraiment l'hôpital où je suis né. Ah, au Chambéry, bon, alors c'est sûr, c'est l'hôpital. Voilà. Mais Et après... après, j'ai tout de suite grandi à Divonne, en fait. Ok. Donc, Et jusqu'à quel âge t'es resté à Divonne ? jusqu'à quel âge ? Jusqu'à il y a 3 ans. Ah ouais, ok, c'est pas juste t'as fait ton enfance et à 8-9 ans, non. t'es... Après, j'ai juste changé de lieu d'études, de lieu de scolarité, mais d'où mon apprentissage en menuiserie, où j'ai pas fait à Divonne du coup. Mais par contre, j'ai toujours habité chez mes parents jusqu'à 21 ans. Puis voilà. Dans ta scolarité, j'imagine, en tout cas pour ma part, c'était le cas, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on va faire de sa vie par la suite. Toi, tu savais déjà très bien que tu allais être orienté là-dessus ou pas du tout ? Ouais, alors moi j'ai eu de la chance, et d'où des fois le décalage avec certaines personnes quand j'en parle, j'ai un peu de la peine à me mettre à la place de beaucoup de gens, hein, je trouve à l'aile. C'est que j'ai eu la chance de savoir très très tôt ce que je voulais faire. J'ai toujours su que j'étais manuel depuis que je suis petit, depuis que je suis à l'école primaire. Je fais des cabanes dans les bois à côté de chez moi. J'ai la chance d'être grandi en campagne, on peut dire, ou en petite ville, mais avec des champs à côté. Du coup, ça m'a permis de pouvoir vraiment me sentir libre de faire ce que je voulais. J'avais pas de barrière avec les métiers manuels, j'avais pas de barrière avec la nature. Ça m'a tout de suite, dès le plus jeune âge, j'ai compris que j'étais manuel en faisant des cabanes dans les bois. Je faisais des cabanes avec des étages déjà quand j'avais 10 ans. On faisait des étages, on faisait des tapis de mousse, on allait à plusieurs, j'avais tous mes outils, mon sac à dos. La première chose que je voulais faire après l'école, c'était d'aller faire des cabanes, quoi. Donc après, je savais que ça allait se diriger vers un métier manuel. D'accord, pas forcément dans finalement ce que tu as été, mais tu savais que finalement ça allait être quelque chose de manuel puisque c'était un peu ta grande passion du fait d'avoir cette proximité avec la nature. Quand tu finis tes études et que tu prends la décision finalement de t'orienter vers un apprentissage, comment tu décides vers quoi te tourner finalement ? En fait, c'est pas les études, hein, c'est que j'ai terminé l'école obligatoire, si on veut. J'avais 15 ans, 14-15 ans, et puis il y avait déjà ma grand-mère qui m'avait offert mon premier établi quand j'avais 13-14 ans, parce que je voulais déjà fabriquer mon propre skate. J'avais tombé sur une vidéo YouTube et justement je voulais faire mon propre skate, j'étais déterminé.
Et puis là, j'avais deux options. C'était soit aller faire. Moi, j'avais deux envies. C'était soit faire du design industriel, comme designer une tasse comme ça, soit faire de la menuiserie. Il se trouve que j'ai fait les concours des deux côtés. J'ai raté les deux. La menuiserie et le design industriel aux arts appliqués à Genève. J'étais sur liste d'attente en menuiserie et aux arts appliqués, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr, ça, je ne me rappelle plus. Mais j'ai été rappelé courant de l'été quand j'avais fait mon examen à Genève par je ne sais plus qui de l'école qui m'a dit voilà, bah, tu es sur liste d'attente, finalement, il y a eu des désistements, on va te prendre. Et puis, on s'est fait recevoir, je me rappelle, au CFPC. Et puis, en fait, c'était la raison pourquoi j'avais été repêché, en fait, un petit peu. C'est que j'avais eu une bonne note en vision dans l'espace. Parce que sinon, les examens théoriques, bah, j'étais vraiment pas doué à l'école. J'avais de la peine à me concentrer. Et je suis dyslexique, dysorthographique. J'avais vraiment pas réussi ces examens. Mais la vision dans l'espace, bah, j'avais réussi à avoir une super note, je m'en rappelle. Et puis, ils ont dit, bon, bah, alors peut-être qu'on va lui laisser une chance. Et puis, on va voir ce que ça a fait. Puis, j'ai terminé correctement mon apprentissage avec une super note aux examens, donc c'était cool. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que la dyslexie orthographique? Dyslexie orthographique, c'est c'est pas savoir écrire, hein. Dans l'idée, c'est juste avoir de la peine. Il y a beaucoup de... je suis pas orthophoniste, bien que j'en ai vu beaucoup. De ce que je me rappelle, maintenant je me préoccupe moins de ça, mais à l'époque, quand j'allais chez l'orthophoniste, c'est vraiment de pas arriver à rester... une énoncée, si elle est trop longue, bah, on est perdu, quoi. On est perdu, on n'arrive plus à retenir le début. Typique, les énoncés de maths qui sont super longues. Bah, le début, bah, on oublie, on est perdu dans les informations. Après, ça m'arrivait d'inverser les lettres aussi. Toutes sortes de choses comme ça. Après, j'ai jamais été... moi, enfin, je sais qu'il y a des personnes, c'est différent, mais je me suis jamais senti... j'ai jamais eu honte de ça, en fait. Mhm. Je suis pas une fierté. C'est juste que bah, je savais que je n'avais pas les mêmes capacités par rapport à ça. Mais je savais que j'en avais d'autres. Et que ça allait pas me rendre malheureux de faire autre chose. Contrairement à certains profs à l'école qui disaient le contraire. Alors, c'est souvent le problème quand on est à l'école. Puis, bon, le but, c'est pas de remettre en cause l'éducation Mhm. qu'on reçoit à l'école. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir les mettre, les enfants, dans un moule, dans un cadre précis. Et du Mhm. moment qu'ils ne sont pas dans ce cadre, on dirait qu'ils ne sont plus aptes à rien du tout. Là, la chance, heureusement pour toi, c'est que tu as réussi à mettre tes points forts en avant et à développer tes compétences là-dessus. Et celle qui finalement était peut-être ton point faible, bah, est devenue voilà, se mélanger et Ouais, se fondre dans la masse. Et bah, heureusement qu'on t'a repris finalement, ouais. parce qu'aujourd'hui, tu as fini ton apprentissage. Enfin, aujourd'hui, à ce moment-là, tu finis ton apprentissage en ayant réussi ton Mhm. apprentissage donc, au top. Et quand tu finis ton apprentissage, du coup, Mhm. ta première idée, c'est quoi? Parce que forcément, quand on finit un apprentissage, c'est bah, je vais travailler dans ce que j'ai fait l'apprentissage. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais quand je finis mon apprentissage, bah, je vais continuer dans la menuiserie, etc. Puis, comment tu développes cette partie-là? À quel moment? Enfin, j'imagine qu'il y a quand même plein d'étapes qu'on va aborder Ouais. maintenant par rapport à ça. Donc, tu finis Bah, l'apprentissage. l'idée, c'est que je finis. Bon, déjà, avant de. Même si on peut même venir encore plus tôt, c'est que je finis le collège obligatoire, on va dire. Et j'ai des remarques de profs qui me disent voilà, bah, tu vises pas plus haut, quoi. Mot pour mot. Et puis tu te dis, bon, alors moi je suis très têtu, je suis pas sensible, j'avais pas de problème avec ça. Et puis j'avais la chance d'avoir mes parents qui ont toujours soutenu, fais ce que tu veux dans la vie. Il n'y a pas de statut social dans les métiers, bien que malheureusement bah, c'est un peu inévitable et c'est bien dommage, mais des métiers qui sont mieux valorisés que d'autres. Euh, Fais ce que tu veux. Donc moi je m'en fous, je fais mon apprentissage de menuiserie, je suis très content et très heureux comme ça. Pour moi c'est ça viser haut. Et j'ai fait cet apprentissage et puis j'ai fini d'ailleurs avec la meilleure note en pratique de l'école en menuiserie alors que j'avais failli payer y rentrer, donc c'était assez marrant. Ça, c'est un des trucs aussi où je trouve ça bien dommage, c'est quand tu rentres dans une école qui est manuelle, il y a zéro examen pratique. Et ça c'est une grosse lacune pour moi parce qu'en fait bah, c'est important la théorie, mais rentrer dans une école pratique, une école de menuiserie où il y a une énorme part qui est manuelle, bien qu'il y ait une part quand même, je dirais, il y a de la réflexion, des plans, il y a beaucoup de choses. C'est pas que s'il y a du bois, comme on pourrait croire. Mais il faut pour moi un examen pratique. Et ça, il n'y était pas. Et c'est ça qui a fait que j'ai pas été pris du premier coup. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ratent ces examens et malheureusement, ils n'ont pas la chance d'être repêchés comme moi et qui passent à côté de quelque chose
juste parce qu'ils n'ont pas bien réussi leur examen en maths, qu'ils sont pas scolaires et qu'ils n'ont pas, en fait, ils ont pas trouvé de passion dans cet examen finalement. Mhm. Et du coup, bah voilà, j'ai fini cet apprentissage. Et en parallèle de cet apprentissage, j'ai toujours continué à travailler dans le garage de chez mes parents, où j'avais fait mon petit atelier pendant ces 4 années. J'ai commencé à faire des skates, je regardais des vidéos sur YouTube, j'ai fait des skis, j'ai fait un tas de choses. Je rentrais du CFC, du CFPC et puis je continuais à travailler dans le garage, mais pour des choses qui me plaisaient encore plus, bien que ça me plaisait déjà la journée. Et je suis sorti de cet apprentissage et pendant l'apprentissage, j'avais eu un doute de savoir si je voulais aussi peut-être partir sur une autre direction qui était la construction navale. Donc, qui reste dans le manuel. J'ai toujours ça trouvé hyper intéressant, tout ce qui était fibres et matériaux composites. Donc, que ce soit les fibres et matériaux composites, pour un exemple, tu peux les retrouver dans les fabrications de F1, dans les fusées et dans les bateaux. Donc, c'est des techniques de fabrication qui sont ultra technologiques à l'heure actuelle. Et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir découvrir ça et comment les travailler. Donc j'ai continué quand même mon apprentissage pour avoir quelque chose de peut-être plus généraliste que justement un apprentissage dans la charpente navale où c'est quand même vachement de la niche. Et je suis tout de suite parti chez le constructeur naval Luty au bord du lac après mon apprentissage. J'ai travaillé quelques mois là-bas et pour voir ce que c'était parce que j'attendais ça. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait une super expérience, j'ai beaucoup appris sur les matériaux composites qui m'a aidé en parallèle que je continuais mes skis dans mon garage où tu travailles de la fibre et du bois. Donc ça complétait parfaitement le savoir-faire pour arriver à combiner tout ça. Et après, je suis parti au Canada. Du coup, je suis parti au Canada à Whistler. Je me suis payé ce voyage avec justement les quelques mois que j'ai travaillé dans la construction navale. Et ça m'a permis de un petit peu apprendre l'anglais et puis de faire du hockey, qui est ma passion. Et puis de tester mes skis que j'avais fabriqués moi-même. Dans la création de ski ou de skate ou dans ton petit garage, c'était quoi l'idée? C'était de te faire toi-même tes propres skis ou tu avais une vision plus lointaine de ce qui était de faire des skis? Est-ce que tu te voyais être... Ah si, depuis le début, si je faisais des trucs dans mon garage, c'est que j'aimais l'objet, j'aimais fabriquer ça, mais j'ai toujours été comme ça. Je voulais, même en primaire, je faisais déjà du troc de terrain de basket en papier. J'avais quoi, 8 ans et j'étais le plus riche de la classe en papier. En petit billet de papier, j'avais pas le droit, je me faisais engueuler par les profs, je me rappellerai toujours. Et oui, donc depuis le début, hein, je faisais des skates parce que j'aimais skater mon propre objet. Donc c'est ça que je continue à avoir et j'espère que je l'aurai toute ma vie, c'est que je fais pas mon travail que pour l'argent, bien que je m'en cache pas que j'aime l'argent, mais je le fais aussi le matin, je me réveille, c'est parce que j'aime ce que je fabrique et je suis hyper satisfait de voir la finalité en fait de l'objet. C'est tellement beau de faire quelque chose de satisfaisant. Et je trouve que, enfin moi je fonctionne comme ça, et même si j'avais de l'argent, c'est pour faire quelque chose encore de plus satisfaisant. C'est pas pour l'argent, la pièce en elle-même, en fait, le billet, en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est l'objet, c'est la création. Je me dis, si un jour j'arrive à avoir beaucoup d'argent, je me dis, ah bah, je veux pas un bateau parce que le bateau, ça montre que je suis riche. Je veux le bateau parce que, en fait, je kiffe l'objet. Et j'aurais designé le truc et machin à fond. Exact. C'est un peu l'idée. Les skis, t'as eu dans ton entourage des gens qui t'ont demandé assez rapidement de leur faire des skis ou des skates? Ou Ouais. c'était que pour toi? Alors, les skates, ouais, j'en ai vendu assez vite, mais bon, c'était. Voilà, c'est. Ah, mais pour un premier... Voilà, deux, trois skates. Et puis les skis, ouais, mais c'était invendable au début. Les skis, c'est beaucoup plus technique, c'est une autre valeur aussi. C'est plutôt vers les 1000 francs, alors qu'un skate, quand tu commençais, tu arrivais à le vendre à moins de 100 francs. Bien que tu n'es pas rentable, c'est pas les mêmes valeurs, tu prends moins de risques à vendre quelque chose. Mhm. Alors que quand tu as 16-17 ans, tu fais des paires et que tu dois les vendre à 900 balles pour couvrir juste les charges que tu avais. J'avais peut-être pas toute cette réflexion à cet âge-là, hein, mais c'était même pas question de les vendre. D'abord, les premiers skis, c'était pour mon père, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour moi et après mon père. Ouais, Et les premiers puis, clients. Le premier client, après je lui ai offert à ses 50 ans et puis après j'ai évolué, quoi. Quand tu pars au Canada, c'était uniquement l'idée de développer l'anglais ou il y avait une autre idée derrière? Alors, j'allais pas pour le hockey, j'y allais pour l'ambiance du Canada que j'aime bien et pour aussi patiner effectivement sur les lacs, vivre un peu le rêve canadien que j'avais. Mais pas pour le hockey en compète, j'avais plus déjà tout ça. Enfin, si, je continuais en club d'ailleurs. Mais plutôt pour aller au Canada, faire du ski avec ses propres skis
Et puis, je me dis, putain, le rêve, et c'est toujours le même rêve, hein. Un jour, j'aurai un magasin Whistler, quoi, où j'étais. Un jour, j'aurai un magasin. J'ai visité, quand j'étais là-bas, une fabrique de ski. Je me suis quand même intéressé à aller voir une fabrique qui s'appelait Prior, qui existe toujours, et qui est une super petite fabrique là-bas. La première chose, j'ai été visiter là-bas. Je dis, ah, c'est trop cool comment ils font, on s'intéresse. Et puis, moi, j'avais mes paires de ski, j'en ai ramené 2 là-bas. Moi, je les ai cassés les 2 là-bas. Parce que c'était pas encore fini d'être développé, mais j'y allais. T'en fous quand c'est toi qui l'as fabriqué, tu le skis, quoi. Oui, oui, Tu t'en clairement, fous. clairement. Et puis finalement, il faut les tester, il faut Ouais, voir pour les développer, voir qu'est-ce qui ouais, joue, qu'est-ce qui joue pas. c'est ça. T'as fait combien de temps au Canada? Malheureusement, c'était juste avant le Covid, donc j'ai fait que 2 mois. Je devais faire 1 an. Ah ouais, ok. C'est un regret d'y retourner? Bah, j'aimerais bien, ouais, mais j'y pas retourné. Non, j'ai pas les sous en ce moment, et puis, enfin, j'ai pas le temps non plus avec le travail. Oui, oui, La clairement. société, c'est beaucoup de travail, et puis faut pas lâcher. Donc, mais j'aimerais bien. Bah, là, c'est marrant parce qu'on a une stagiaire qui va venir normalement en février en import-export. Et c'est une idée de faire travailler sur l'import-export, pourquoi pas, vu que je me suis remis au hockey là ces temps-ci, énormément de Canadiens dans les équipes. Et il y en a deux, trois déjà, j'ai parlé, ils me disent voilà, bon, peut-être il y a deux, trois magasins où on pourrait commencer à aller voir un petit peu, prospecter pour voir si on peut vendre des paires. Mhm. Dans les 2 mois que tu as fait là-bas, tu as dit que tu avais visité une fabrique de ski. Mhm. Ça t'a donné des idées de développer justement parce que là, on parle que tu as fait des skis dans ton garage, tu es parti au Canada, mais à quel Mhm. moment tu décides, toi, de te lancer, de te dire, bah, là, il y a potentiellement quelque chose à faire? Quand je rentre, disons, bah, quand je rentre, j'ai toujours su que je voulais lancer ma boîte avant mes 20 ans. Ça fait un moment que je l'ai toujours dit. Ambitieux, hein? J'ai dit ça, mais tout en sachant qu'il fallait que je le sente. J'ai jamais voulu le faire. J'ai dit au pire, c'est pas 20 ans, mais c'était quand même, fallait que ce soit. Dans ma tête, j'avais cet objectif. Après, j'étais pas non plus con et stupide à me dire si je le sens pas, je le fais, je m'en fous, je vais avoir 20 ans dans un mois. Il se trouve que je l'ai lancé en janvier 2021 et en février, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc c'était encore dans mes 20 ans. C'était pas voulu, mais ça s'est fait comme ça. Et je suis rentré, j'ai travaillé pour des amis, pour des voisins. J'ai fait avec mes outils que j'avais. J'ai donné des coups de main à droite à gauche. Je me suis fait un peu mes armes en première expérience indépendant, on va dire. J'ai eu des très bons clients que je remercie encore aujourd'hui qui m'ont fait confiance. J'ai travaillé avec des potes qui faisaient le PFL en architecture, donc ça m'a pas mal aidé, on collaborait. Et après, je dis, bah là, je le sens. Et j'ai lancé du coup en janvier 2021. J'avais 20 ans encore, et plus pour très longtemps. Et puis ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, et je ne le regrette pas du tout. Je regrette pas du Comment on lance sa société? tout. Comment on la lance? Parce que Disons que pour ceux qui veulent le faire comme toi, alors pas dans le même secteur, mais pour ceux qui veulent oser se lancer dans ce qui leur passionne, comment on le fait? bah, je dirais déjà, c'est d'essuyer tous les commentaires un peu pessimistes que tu peux recevoir. Moi, pour revenir, j'avais des profs, même en apprentissage, hein, c'était ridicule. Ils me disaient que je faisais du bricolage de fond de garage parce que j'ai eu tellement de bons profs au CFPC, mais il y en a quelques-uns, bah, évidemment, je faisais des skates, c'était pas de la menuiserie, alors que complètement, c'est de la menuiserie. Et justement, c'est là où je veux dire à tous les jeunes de mon âge ou qui sont encore plus jeunes, moi, j'ai failli pas aller en menuiserie parce que j'avais un peu cette image vieillissante de la menuiserie, du chalet, alors que c'est très joli les chalets, hein, mais du meuble à l'ancienne que tu as chez ta grand-mère ou ton grand-père. Et ces commentaires-là, en fait, bah, c'est nul parce que le skate, c'est aussi de la menuiserie. Et c'est pour ça qu'on a, nous, autant de demandes de stagiaires, autant de demandes d'employés. On reçoit des CV spontanés. Enfin, sur une petite boîte comme la mienne, je reçois énormément par période, mais on reçoit quand même pas mal de demandes de candidatures spontanées parce qu'en fait, on est vraiment. On est dans l'heure actuelle, on va dire, dans des sports comme le skate qui sont hyper tendance. Et on est dans la menuiserie. On est dans la menuiserie. Du coup, c'est pour ça que je dis, continue, essayez de. Dans chaque métier, on peut y trouver son compte dans cette société actuelle, dans chaque métier. Et il n'y a pas de métier, il n'y a pas de métier. Il y a des métiers qui sont plus durs, il y a des métiers qui sont plus peut-être redondants dans le travail. Mais j'ai toujours dit, s'il y a des sociétés, si tu veux faire. Si toi tu t'aimes bien nettoyer, admettons. T'aimes bien nettoyer, t'aimes bien. Il y a des sociétés qui font pour faire le ménage. Si tu peux faire employé homme de ménage ou femme de ménage. Et si tu es ambitieux, tu peux ouvrir ta boîte de femmes de ménage et d'hommes de ménage. Et Mhm. puis tu peux aller loin si tu as l'idée, si tu as l'envie.
Après, faut être solide derrière. Ah, c'est clair que psychologiquement, c'est jamais facile. Et encore aujourd'hui, il y a tout le temps des hauts, il y a tout le temps des bas. À un moment donné, on t'appelle pas pour les chantiers, tu sais pas pourquoi. À un moment donné, tu te fais 80 000 balles de devis en une semaine, tu comprends pas pourquoi. Et il y a des semaines, c'est zéro. Et c'est comme ça. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et puis, c'est ce que je revenais tout à l'heure quand on en parlait en off. Faut prendre le moins de mauvaises décisions. Et prendre le moins de mauvaises décisions, bah, c'est facile à dire. Tant que tu ne l'as pas pris, tu peux pas savoir si elle est bonne ou mauvaise. Exactement. Par contre, si tu n'as pas l'argent, je dis tout le temps, tu réfléchis 18 fois avant de savoir si moi, pour ma part, si ma machine, elle va vraiment servir à quelque chose, ou si ce logiciel va vraiment apporter quelque chose, ou si ce boost Instagram va t'apporter quelque chose. Donc c'est vraiment... ouais. Se lancer, c'est pas... Tu pars vers l'inconnu. Moi, ce que j'ai fait, pour être plus précis, pour répondre à ta question, je me suis éparpillé, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des avis à plein de gens. J'ai demandé à tout mon entourage, n'importe quelle personne qui venait manger à la maison avec mes parents ou le pote que je croisais dans la rue, je prenais 1000 avis. Je demandais à chaque fois, je me rappelle d'un type qui venait à la maison, je dis voilà, et puis toi, tu as lancé ton truc, qu'est-ce que tu en penses des fiduciaires? Est-ce que j'ai besoin d'une fiduciaire si je suis indépendant? Question à la con. Hein. Parce que voilà, j'ai fait mon tableau de résultats, machin et tout, j'arrive à gérer mes factures, je sais les trier, machin, mais j'ai pas de référence, je me lance tout seul. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et je demandais, et puis évidemment, tu as plein d'avis. Tu as des avis qui divergent, tu n'as jamais une seule réponse. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une plus juste que l'autre. Et après, tu te forges ton propre avis. Mais ce qui est important, c'est jamais de faire à l'identique de ce que quelqu'un te dit, mais plutôt de te faire un énorme panel d'informations. En fait, tu collectes les informations comme un ordinateur, et derrière, tu fais une moyenne, et puis tu vas dans ton bon sens, dans ton feeling. Je trouve ça hyper réaliste en même temps. Tu as fait un peu de la prospection comme si on pouvait faire sur les réseaux sociaux où tu fais la demande, tu vois, tu as un peu un retour en direct, physique par rapport aux gens. Le fait d'avoir demandé à tout le monde, bah forcément, ça t'amène différents points de vue et après, tu prends tout ça et tu fais ce qui te convient le mieux par rapport à ce que toi, tu es en train de vivre. Parce que forcément, ce que la personne a vécu, lui va te conseiller, mais par rapport à ce qu'il a vécu. C'est pas faux, mais c'est par rapport à son expérience qui n'est pas la tienne. Exactement. Et du coup, c'est là où c'est compliqué de faire un choix judicieux. Mais ce qui était intéressant dans cette situation-là, c'est que moi, en fait, j'y allais... plus je demandais d'avis, plus c'était hyper intéressant parce que plus j'avais un avis, je le remettais en avant sans dire que c'était l'avis de quelqu'un d'autre. Tu vois, typiquement, on me disait, voilà, ouais, alors moi, pour moi, t'as pas besoin d'avoir un graphiste ou quoi, t'as pas besoin d'avoir une fiduciaire. Et puis, est-ce que tu fais tes comptes sur encaissement ou alors sur les factures, tu vois? Et puis en fait, moi, y en a, il va me dire sur encaissement, ils vont faire les comptes, ils vont regarder par rapport, ils vont faire un rapprochement bancaire, ta fiduciaire, elle va regarder toutes tes rentrées d'argent, et puis du coup, ta TVA, elle va être par rapport à tes encaissements. Puis après, il y en a un qui va dire non, moi je fais sur mes factures émises. Du coup, ça te coûte moins cher en fiduciaire parce que ta fiduciaire, elle va juste prendre les factures et elle n'a même pas besoin de regarder tes comptes, elle va juste envoyer à la TVA de combien tu as facturé ce mois. Puis moi, le premier, il me disait ça, puis j'allais voir le deuxième et je dis ouais, puis qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis quand ça devenait plus complexe, j'avais plein. En fait, sans le vouloir, je me forgeais un esprit en fait sur ce que je pensais juste. Puis je mettais en avant ma vision. Puis les personnes en face, du coup, elles répondaient avec déjà tout ce que j'avais encaissé comme savoir là-dessus. Et c'est des petits trucs, c'est pas un énorme savoir, mais c'est juste de la prospection que j'avais eue en fait en retour. Et c'était hyper intéressant. Donc ça faisait un peu pyramide. Enfin, j'arrivais à encaisser des infos. Et je sélectionnais à chaque fois au fur et à mesure ce qui me semblait bien. Puis ça améliorait, ça affinait, ça affinait. Et puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui quand je commence à lancer un nouveau truc. Avant de le lancer, je sais qu'il faut que j'en parle. J'en parle à ma copine le soir. Je dis ouais, l'année prochaine, je veux faire un festival. Allez, tiens, c'est ce qui s'est passé. On a fait le Canyon Festival cette année. Puis je dis, je l'ai parlé d'il y a longtemps de ça. Et j'ai dit, c'est il y a longtemps. Et puis c'est bien que je commence à en parler. Pour le moment, j'en parle juste. Et puis après, je vais en parler à tout le monde. Je vais en parler à tout le monde. Là, je veux peut-être faire ci. Puis du coup, en fait, ça te met ton cerveau qui fonctionne constamment. Tu dis, tiens, j'ai une petite idée pour ça, tiens, j'ai une petite idée pour ça. Et c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, parle-en pas si c'est pas sûr. Mais si, au contraire, justement, parle-en si c'est pas sûr. Ouais, on a des deals avec des paléo festivals. On n'était pas du tout sûr à signer. J'ai jamais menti, j'ai jamais dit qu'on allait le faire à 100%. Mais à tout le monde que je connais, j'ai eu un super rendez-vous avec eux, c'est hyper prometteur. Ah ouais, trop cool, machin. Et en fait, ça me donnait des idées pour proposer encore au paléo derrière. Et ça veut pas dire que tu dis, ouais, c'est fait, machin. C'est juste que ça crée une énergie en toi
Et ça te fait croire de plus en plus. Puis après, en final, en général, ça marche. Puis le fait d'avoir été vers le paléo, même si, encore une fois, tu n'as pas vendu du rêve, hein, tu as dit que la réalité, tu as juste dit Ouais. que ça s'était bien passé, mais le fait d'avoir été, ça te donnait déjà une vision de ce qui était attendu Ouais, et de ce que tu pouvais amener, que si C'est tu ça. l'aurais pas fait, ouais. t'as- Ouais, ça reste dans ta tête. et puis tu sais pas, tu dis, ah, mais de toute façon, ce qu'ils vont me demander, c'est impossible. Ouais. Puis finalement, tu n'avances jamais. Ouais. J'ai souvent entendu, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, mais Ouais. là, par la force des choses et puis par les expériences vécues, Mhm. bah forcément, on le devient. Par contre, tu as abordé un point intéressant que les gens qui vont voir et écouter le podcast ne savent pas. Quel est le lien entre toi, les skateboards et le ski et le paléo? Parce que là, ils vont pas comprendre les gens, tu vois. Euh, alors le lien, il est simple, c'est qu'on a l'atelier qui est à quelques kilomètres. J'ai toujours travaillé au Paléo en tant que bénévole depuis que je pense, 16-17 ans. Je faisais la décoration des loges. Et, euh, et j'ai toujours trouvé ça évident pour moi que le milieu festif, un festival comme le Paléo la skate culture, euh, donc qui est très artistique finalement le skate. Il y a énormément d'art autour du skate. Tous les endroits où il y a du skate, c'est des villes qui sont hyper tendance. Tu vas à Berlin, ça skate fort. Tu vas à Copenhague, ça skate fort. Par contre, quand tu vas dans des villes qui sont aseptisées, qui n'ont pas vraiment d'âme, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est pas le skate culture. Il n'y a pas de skate culture. Mhm. Et pour moi, du coup, un festival où il y a la fête, où ils ont déjà la notoriété musique, ils cherchent à se renouveler. Ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de toi, mais ils sont preneurs de nouvelles idées. J'en ai fait des festivals, j'étais au Tiget cet été encore en Hongrie. Eux, leur force, c'est que tu as 22 scènes ou 24 scènes, tu as un truc de breakdance, t'as un cirque dans le festival, et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, on est à côté du Paléo, je connais les gens là-bas parce que j'ai travaillé, on fait des rampes de skate, mais les parents qui sont là à 15h et qui ont envie d'aller boire une bière entre potes, ils n'ont pas envie de laisser leur gamin aller faire une initiation skate. Puis le jeune de la région, il n'a pas envie d'aller skater un peu avec du monde qui vient regarder et gagner des billets paléo, pourquoi pas. Et on a fait gagner des billets paléo. On a dealé avec le paléo je sais plus combien, 6-7 billets. Et puis en fait, chaque soir, bah, tu venais faire un contest de skate, tu gagnais un billet paléo. Et puis les gens, en fait, avant un concert qu'ils aiment, parce qu'on a toujours une soirée, par exemple, qu'on aime plus avec certains artistes, et puis à un moment donné, tu as un trou, bah, tu vas manger un kebab, puis au lieu d'être assis sur une table, tu vas assis sur une table, mais il y a une rampe de skate à côté où il y a des gars qui s'éclatent, il y a de l'ambiance, où il y avait Pat Bergener, justement, qu'on parlait tout à l'heure, qui a commencé son concert sur la rampe et qui a fini sous le chapiteau pour faire son concert. Donc, pour moi, c'était évident. C'est clair que beaucoup de gens étaient pourquoi skate au Paléo, et finalement, bah, ça a été hyper apprécié. Et puis, du coup, on est en discussion pour l'année prochaine et ça sent plutôt assez bon. Donc, c'est cool. Dans ce que tu dis, il y a un autre point encore qui est intéressant, c'est que tu parles de construction de skatepark, Mhm. chose qu'on n'a pas abordée jusqu'à maintenant. Mhm. Ça veut dire que quand tu lances, toi, ta société, parce que là, on est parti un bond en avant, mais on va Ouais. revenir un bond en arrière, tu lances ta société, donc tu te dis que ton corps de métier, c'est les skates et les skis. Ouais. À ce moment-là, tu n'as pas encore idée de faire des rampes de skate, on est d'accord? À quel moment ça prend cette ampleur? Parce que j'imagine bien que pour lancer des rampes, Si, c'est. Ouais, tu vends déjà des skates et des skis, Ouais. ou ça vient assez rapidement? Disons que il y a une grosse étape quand même que j'ai zappé, qui était un élément qui m'a bien marqué et qui m'a conforté dans ce que je voulais faire. J'ai fait une vitrine du magasin Transport quand j'étais encore en apprentissage avec des skates que je fabriquais. Et c'est Romain, le patron de Transport, c'est un magasin franchisé Volcom. Si je dis pas de bêtises, il voit la vidéo. Peut-être c'est pas franchisé, mais c'est un magasin Volcom. Et en fait, lui, bah, quand je fabriquais mes skates, bah, comme je te disais, j'avais envie de les vendre. Donc j'allais dans tous les magasins de skates. Et puis, bon, c'est pas facile, c'est intimidant. En plus, le skate, t'as quand même t'as une petite vibe qui est un petit peu. Voilà, est-ce que c'est ton pote, est-ce que tu le connais et tout. Mais bon, j'y allais. Et puis, je traînais dans les rayons. Et puis, quand je me sentais d'y aller, j'allais voir un vendeur et je dis, ouais, je fabrique des skates, en fait. Et je cherche à les vendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je pourrais parler, tout en ayant le cœur qui bat fort, quoi. Et j'ai pris pas mal de refus, hein. Mais lui, il m'a dit, mais ouais, trop cool. Il a vu que j'étais motivé. Et puis il m'a dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse de faire une vitrine? Et puis bah ouais. Et c'est la vitrine principale du shop, à côté de l'arrêt de bus. Enfin, j'étais super content. Et j'ai tout excité. J'ai dit, ouais, je peux faire ci, je peux faire ça. Je fais le thème sur les ananas, machin. On a fait un truc. Et j'ai fait cette vitrine qui a duré 2 semaines. Et puis, bah, pour moi, c'était ouf. J'avais quoi? J'avais 18 ans, 17-18 ans. Et j'avais fait cette vitrine et ça commençait à prendre un peu d'ampleur. Je disais,
putain, ouais, je vais gagner de la crédibilité dans le monde du skate et Mhm. tout. Et puis ça a super bien marché. Et donc, voilà. Et puis du coup, depuis, j'ai connu ce magasin et tout ça pour dire les rampes de skate. C'est un des premiers aussi qui me disait, ah bah tu peux faire tes menuisiers, bah tiens, j'ai un event aux eaux vives, est-ce que t'as... Je venais de lancer ma boîte à 20 ans, j'avais fait une rampe pendant le Covid dans le jardin, dans le champ en face ou derrière la forêt où je faisais les cabanes quand j'étais petit. J'ai été acheter un handbar avec ma mère, avec la Tourane qu'elle avait, je lui en ai fait vivre. Elle a cherché les parpaings pour mettre de niveau la rampe, machin. Une première rampe qui était bien pour une première rampe, hyper molle et tout, enfin plein de défauts, mais pour une première rampe c'était cool. Chose que je l'ai déplacée à l'atelier quand on a eu l'atelier. Et puis bah, c'est venu comme ça en fait. J'ai commencé à faire des rampes, j'ai commencé à faire des kickers, enfin des modules de skate pour que tout le monde comprenne. Exact. Mais, et puis maintenant on en est à faire des trucs en acier en béton, mais c'est vrai, c'était vraiment cet élément-là de je fabrique des skates, mais quand on fait du skate en fait. T'as besoin d'une On rampe? a besoin d'un module, d'une rampe, quoi. Et puis, je pourrais pas la fabriquer. Et puis, c'était toujours plus grand. Puis, je me rappelle, d'ailleurs, c'est un voisin qui disait, putain, on passe devant le garage, toujours plus gros. Un jour, Armand, il va venir nous voir en disant, papa, moi, je vais fabriquer un avion, quoi. Ouais, c'est Et ça. c'est un peu ça. Mais bah, quand on regarde les structures qu'on fait aujourd'hui, elles sont grandes, ouais. Dans le skate, quand tu crées ton skate et que tu vas au magasin pour dire, bah voilà, je vais vendre, etc., puis que Mm. les gens te font plus ou moins confiance, qu'est-ce qui fait que ton skate soit bon par rapport aux autres? Parce que moi, je me rends... Tu vois, Ouais. c'est comme si moi, aujourd'hui, je veux faire des chaussures de foot parce que j'aime le foot. Bah, Ouais. qu'est-ce qui va faire que ma chaussure, elle soit mieux qu'une Adidas ou une Nike, par Alors, exemple? c'est comme les skis. Les skis, à un moment donné, tu as atteint un certain niveau de fabrication, mis à part les grosses marques qui arrivent à avoir un centre de développement qui fait qu'ils repoussent les limites avec les fibres de carbone et toutes ces choses-là. Chose que nous, on faisait des skates avec du carbone. On a vite arrêté d'en vendre parce que c'était invendable en termes de rentabilité, on peut plus. On a fait des camps de fabrication de skates pour y remédier, enfin, on a fait pas mal de trucs. Mais un skate en magasin, tu vois plus. Chacun a sa préférence. Après, tu sais qu'il y a deux, trois usines qui produisent certaines marques. Tu sais que le bois, il est pas bon. Après, c'est pas une science exacte. Chacun en juge par lui-même. Il y a un extrême entre un skate à manor qui est nul, on va dire, où tu prends un skate chez Lidl, je sais même pas s'ils ont des skates, mais tu as des skates vraiment pourris où tu vois que c'est même pas de l'érable du Canada, voilà. Mais un skate dans un skate shop, si c'est un bon skate shop, toutes les boards, à part certaines marques, moi je trouve, genre Girl, c'est une marque de skate où pour moi le bois il est pas aussi qualitatif qu'une board comme Hockey ou Fucking Awesome, qui est une marque qui marche avec des boards qui tournent bien. Il n'y a pas trop de différence, c'est le shape, la forme, de qu'est-ce que t'aimes skater de base. Après, la matière et comment c'est pressé, à un moment donné, t'as dit que tu dois avoir 18 tonnes centimètres carrés de pression sur un certain endroit, toutes les usines elles ont cette pression-là. C'est pas ça qui... Une fois que tu as atteint ce stade-là, c'est bon, quoi. Ok. Tu as parlé de choses assez techniques par Ouais. rapport à la pression et autres. Mm. Comment, toi, quand tu faisais tes skates, tu pouvais Les atteindre infos, ces... Alors, les infos, j'imagine que tu as été les chercher. c'était le plus dur, hein. Mais toi, comment tu fais, par exemple, pour presser ton skate et puis qu'il y ait Ah, j'en ai cette fait... exigence? Tu as acheté une machine? Non, j'en ai pas, je les ai fabriqués moi-même. Les machines? Ouais, ouais. J'ai pas, parce que c'est pas, bon, c'est pas sorcier maintenant avec YouTube, on peut tout faire, c'était ça qui était cool. Bon, quand j'ai commencé, il y avait moins de vidéos que maintenant sur les presses à skate et tout. Mais déjà, bah, fallait écrire en anglais, fallait écrire en russe, fallait écrire en machin, que tu sais, les gars qui postent sur YouTube, ils mettent dans leur langue natale. En France, il y avait personne qui avait mis une vidéo comment faire une presse à skate. Enfin, il y a presque personne qui fait ça. Et à l'heure actuelle, il y en a peut-être un ou deux, quoi. Et c'était ça, c'était la clé aux informations, la niche, enfin, les 18 tonnes au centimètre carré, c'est en parlant à un type à Wall Street, au magasin de Lyon de skate, qui avait la fabrique archaïque, qui existe toujours d'ailleurs, de skate, et puis j'avais parlé, et puis il m'a dit, ouais, je sais pas s'il le sait, mais du coup, il m'a donné un méga tip s'il savait pas que je fabriquais des boards, mais ouais, il faut 18 tonnes par centimètre carré à cet endroit sous le trucks pour que, en fait, t'aies 7 couches de plaquage, machin. Enfin, t'en apprends comme ça, et puis il y a des infos. Le top sheet des skis, mais j'en ai chié pendant des années jusqu'à ce que tu chopes le coup de fil qu'il faut d'un type qui te dit c'est imprimante UV ou c'est. D'ailleurs, je donne des niches, ceux qui fabriquent des skis, imprimante UV sur un top sheet. Il y a des fournisseurs, encore l'année dernière, je me fournissais en Allemagne pour fournir ça. Sinon, tu as des Isosport en Allemagne, un autre, enfin, si, alors, Isosport en Allemagne, mais c'est 500 unités à la fois et tu cherches. Et t'as l'info d'un coup et tu gueules de joie, t'es là, putain, enfin, ça fait 2 ans, je trouve pas où faire des top sheets. Alors que c'est pas du tout dur à fabriquer, c'est ta matière derrière, enfin, c'est pas du tout dur après, une fois que tu l'as, disons pas, la matière fabriquée. Tu finis ton ski avec ça, c'est le design du dessus. Sauf que si t'as pas l'imprimante UV, si tu sais pas que c'est sur une imprimante UV que tu dois faire, tu ne connais pas, ou tu peux acheter cette matière où tu peux imprimer dessus.
Ah bah, tu peux passer des heures, hein. Moi, j'avais fait des trucs, enfin, t'es là, tu sais, tu fais un peu de sérigraphie, bon, c'est un peu ça. Mais c'est la clé. Et puis pour les presses à skate, justement, bah, il y a une boîte aux US, je crois que tu peux acheter des presses à skate déjà tout fait. Mais bon, ça, voilà, j'avais 17 ans, je crois que ça doit coûter 15 000 $. Ça doit être comme ça. Clairement. Et du coup, bah, tu la fabriques toi-même. Et j'en ai fait 5 en tout. Et là, j'en suis à ma dernière. Je dis que c'est la dernière, j'en sais rien. Maintenant qu'on fait plus de skate, bah, elle va très bien. On l'a soudée avec des poutres pleines de malades. C'est un type qui m'a aidé de Zurich, qui est super sympa et que je côtoie toujours pour faire ça. Mais en gros, bah, faut essayer. Une fois, tu essayes avec du plâtre, une fois avec du béton, tu coules tout, tu vas en barre, tu essayes, ça casse, ça marche pas, tu pètes un câble, après tu fais au vacuum. Enfin, il y a plein de techniques. Le truc, c'est essayer et puis pas lâcher. Et des fois, bah, c'est hyper frustrant. Tu passes des heures, des heures, des heures dans ton garage pour pas y arriver. Tu parles que tu fais plus de skate? On fabrique plus, ouais. En fabrique, Ouais, pardon? ouais. Pourquoi? C'est plus rentable. C'est pas. Moi, j'ai ce truc de. Si un objet il dépasse la taille d'un skate, la Chine, voilà quoi. Oui, elle peut aller très vite. Voilà. Et pour moi, c'est l'ennemi numéro un de la Chine actuelle, c'est le transport. Sinon, ils peuvent tout faire mieux que toi à partir d'une certaine taille. Alors, c'est un peu pessimiste de penser comme ça, mais surtout dans l'artisanat. Par rapport à toi, ton entreprise, puisque maintenant, comme tu disais, tu t'es aussi... Enfin, tu as structuré et t'as orienté finalement ton business avec les skates, j'en fais plus. Tu as axé aussi l'axe sur les skis, Ouais, les rampes, enfin les parcs ouais, les parcs, ouais. de skate. C'est quoi l'avenir maintenant pour ton entreprise? Quels sont les challenges que tu te fixes pour la suite? Bah là, on est en plein redéveloppement de la restructuration au développement et à essayer de voir ce qui est justement cette question-là. Je me la donne tous les jours. En ce moment, on veut évoluer, on veut passer au cran supérieur. On voit qu'on a des jolis partenariats avec des Volvo, avec des Paléo, avec des festivals en France où on n'a rien de sûr, mais comme les Eurocaines, on est en discussion. Euh, on a pas mal de chouettes projets qui devraient arriver. Et du coup, bah, pour moi, c'est un petit peu l'occasion de me remettre un petit peu autour d'une table avec l'équipe, puis de regarder avec Yanis qui travaille beaucoup avec moi là-dessus, sur des business plans, sur un business plan qu'on travaille fort et qui est bouclé normalement en fin de semaine. Ça fait des mois qu'on y travaille et que surtout Yanis a mis beaucoup du sien pour arriver à cette finalité-là. On va faire des tableaux, des résultats de compte et tout, enfin, tout plein de choses qui nous donne des chiffres et qui est c'est très financier, hein. Après, il y a énormément l'énergie de base. Bah, moi, c'est moi qui la donne et je sais sur quoi je veux aller. On veut accentuer les skateparks, on veut faire des skateparks pour les communes. On veut grandir avec ça. C'est un petit peu le plus prometteur pour nous en ce moment. Les skis, on garde. C'est un marché de niche. On ne met pas tous nos pions dedans. C'est vraiment pas je pense, la chose à faire à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut aller à fond dans ce que tu veux faire. Mais il ne faut pas non plus être inconscient par rapport à ça. Après, tout ce qui est agencement, structure, construction, ça va avec les skateparks pour moi. On a fait des agencements comme Altman à Vevey, 300 mètres carrés d'agencement. C'était un gros, gros magasin pour nous. Ça s'est super bien passé. Bah, on veut continuer d'avoir des opportunités comme ça. Et pour ça, on veut engager de nouvelles personnes, changer de statut juridique, passer en SA. Engager peut-être quelqu'un en chargé d'appel d'offres, c'est l'idée, parce que ça passe beaucoup par là sur les skateparks. Mhm. Et puis de nouvelles ressources comme un maçon, pourquoi pas, comme un nouveau menuisier. Et puis après, il y a tout ce qui est équipement aussi, et nouveaux locaux, nouveau chariot élévateur, un nouveau camion, une nouvelle machine. Enfin, on peut ne pas s'arrêter, et puis je sais que je ne m'arrêterai jamais. Donc, Ça fait beaucoup de ouais, choses à laquelle ouais, il faut penser par ouais, la bah, suite. et pour ça, on passerait par un emprunt, c'est l'idée. Ouais. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est que du béton. Non, non, non. En gros, Bah, bonne non, question, tu vois. voilà. Non, nous, on a commencé avec le bois. Les skateparks intérieurs, c'est tout en bois. Avec évidemment de l'acier sur les arêtes, les cuppings, comme on appelle, et tout ça. Euh, Maintenant, nous, on s'est mis à l'acier il n'y a pas longtemps. Donc, on fait les structures en acier, les surfaces en bois ou en skate-light. Le skate-light, c'est un matériau composite qui résiste à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on voit comme skatepark un peu hors sol, il y en a qui existent encore dans quelques communes. C'est du skatepark avec du skate-light et de la structure acier. Ça, on sait faire. Maintenant, on est en train de se développer dans le skatepark béton. On n'en a pas encore fait un. Et le but, c'est d'aller vers ça et de se former avec ça, avec des nouvelles personnes. Pour ça, il faut avoir des chantiers, il faut avoir des appels d'offres ou voir être sous-traité par d'autres sociétés qui en font. Et c'est ce qu'on essaye de faire en même temps. Donc, évidemment, la grande mode, c'est le skatepark béton. C'est juste, c'est normal. Après, moi, je suis un petit peu aussi mitigé. Des fois, je me dis, si on a un espace couvert, c'est mieux d'avoir un joli sol en béton
et avoir des modules des fois hors sol pour pouvoir rendre le spot évolutif et que dans l'année, les skateurs, dans les années qui suivent, le skateur ne se lasse pas du spot et puisse tout le temps avoir un spot renouvelé. Parce que de toute façon, dans un skatepark béton, tu as de l'entretien, donc il y a de l'argent à mettre. Et c'est comme ça que je le vends, et c'est ce que je dis, et ce qui est réel, c'est que dans un skatepark béton, tu dois te mettre de l'argent pour le renouveler. Un skatepark avec des modules hors sol, tu devrais aussi mettre de l'argent pour le renouveler. Mais l'avantage, c'est que tu peux changer un petit peu tes formes, tu peux changer ta conception, et ça rend plus attractif le spot. On est d'accord que quand tu fais un skatepark béton, forcément, tu vas au sol. Ouais. Tu vas devoir creuser et couler le Ça béton. dépend. Si c'est un ball, oui. Et si tu fais skatepark en structure métallique, là, c'est des structures que tu poses sur le sol et là, tu peux moduler En fait, à ton vouloir. Il y a tellement de cas de figure. Si on veut un skatepark qui est vraiment cool en ce moment, c'est La Fièvre, qui est pour moi qui est un skatepark évolutif. Après, ça nécessite un gros travail d'entretien et de changement. C'est l'équipe de La Fièvre qui fait ça. Et ça, c'est un exemple parfait du skatepark. Bah voilà, le sol, il a été fait quand même en goudron asphalte. Et du coup, il y a un travail quand même d'assainissement et tout ça à faire, hein, que tu as aussi à faire dans un skatepark béton, où là, bah oui, tu viens shaper un peu tes formes, et du coup, là, tu viens avec la terre et tout avant, mettre ta ferraille et venir mettre ton béton. Mais dans les deux cas, tu as du travail à faire en assainissement avec le sol, ouais. Ok. C'est un peu l'idée. Et là, maintenant, pour un peu conclure, j'ai envie de dire, le sujet de l'entrepreneuriat et puis de ta société, quand tu lances, je refais un bond en arrière parce que c'est l'avantage d'être dans la discussion. Quand tu lances ta société et puis que ta société commence à prendre de l'ampleur, moi, je me pose toujours la question, si moi j'avais une société, à quel moment je décide finalement que je vais engager du monde en sachant que je m'engage finalement avec cette personne un jour ou l'autre. Si je me plante, elle se plante aussi avec moi. C'est le plus dur. C'est le plus dur à l'heure actuelle. On est tous les fins de mois, on est ric-rac, on n'a pas de trésorerie. Et en fait, parce que les charges d'une entreprise, on est à peu près 3, si on prend les freelances, qu'on prend presque un employé certaines fois, et ben ça fait une certaine somme. Ça fait, nous, on a une masse salariale qui est à peu près avec charges comprises à 12 000 par mois, sans me compter. Et moi, j'ai pas de salaire. Moi, je vis avec 500 francs par mois parce que j'ai la chance, comme je dis tout le temps, d'avoir une copine qui me paye les loyers, d'avoir mes parents qui me payent mon assurance maladie, ce qui est hyper drôle parce que je paye les assurances de tous mes employés et tous les salaires. Et un jour, il faut que ça change. J'essaie de me mettre cette deadline, mais c'est très difficile. C'est toujours toi le dernier qui y passe. Et puis après, c'est une question de volonté, de où tu mets ta limite. Mais c'est là le plus dur, c'est de te dire, bah ouais, là on est en mois difficile. Le mois difficile, alors les employés, c'est des super employés. Tu les préviens que ça va être compliqué. Faites gaffe, les gars, n'allez pas faire un investissement, un nouveau bike, un nouveau machin. Je vous dis que ça va être chaud. Et on a vraiment un esprit dans la boîte. Moi, je suis très très proche de mes employés. Ils savent tout. On communique. Moi, quand j'ai une décision à prendre, j'ai 24 ans, je la prends avec eux. Ils sont plus âgés que moi. Et après, évidemment, c'est moi qui lis le truc. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture avec ses employés. Et c'est ça aussi qui te rend de la monnaie en étant cool sur certaines choses. Et il faut trouver le juste milieu par rapport à ça. Ouais. Je t'avouerai que je suis assez surpris, en bien, de ton approche, de ta transparence, de ta franchise et d'avoir, en tout cas pour ceux qui vont voir la vidéo ou l'écouter sur podcast audio, avoir un petit peu, avoir eu quand même une vision claire de ce que doit être, enfin de ce que peut être un entrepreneur, les difficultés et tout ce qui suit en fait finalement par rapport à ça. Et je trouve que je sais pas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à parler avec toi parce que c'est vraiment fluide et puis finalement ça va. Je parle beaucoup, je sais pas encore. Alors tu parles beaucoup parce que déjà c'est toi la star, j'ai envie de dire du podcast aujourd'hui. C'est toi la personne qu'on va interviewer, mais c'est vrai que tu n'as pas de difficulté à exprimer finalement ton point de vue et j'insiste encore sur cette transparence et de dire finalement les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles te touchent à toi personnellement. Et ça, je trouvais très plaisant. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris déjà ce temps de venir à mon podcast. Et puis, c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu en off, mais tout de suite, j'ai senti cette facilité de contact et d'approche et je trouve que c'est vachement plaisant. Merci. Et écoute, moi, je te souhaite tout de bon pour la suite en espérant que tu puisses... Toi aussi, et puis j'espère que ces podcasts vont continuer à marcher comme ça. J'espère en tout cas. Si j'ai le même retour que j'ai avec toi, c'est sûr que ça va très bien se passer. Je te souhaite en tout cas tout de bon pour la suite en espérant que tu puisses retourner au Canada un jour. Ouais, j'espère, voilà. J'espère un jour. Merci beaucoup. Merci.
Yeah, felonious monk. Let's go.